Il est mythique, historique, dangereux, prestigieux, difficile, complexe, unique. Difficile de résumer le rallye de Monte-Carlo en un seul mot. Depuis 1911, le rallye de Monte-Carlo fait rêver bon nombre de pilotes et spectateurs. En sport automobile, il y a des événements qui sont plus prestigieux que d'autres. Le rallye de Monte-Carlo en fait partie. Cette année, en 2023, ce sera la 91e édition du rallye de Monte-Carlo. Et ça commence jeudi de la semaine de la sortie de cette vidéo. Ça faisait longtemps que je voulais parler de rallye, et là on s'attaque à un gros morceau. Voici le rallye de Monte-Carlo. Revenons 112 ans en arrière. À l'époque, il n'y avait pas de guerre mondiale, Apple n'était simplement qu'une pomme en anglais, et le sport auto n'était qu'à ses débuts. L'Indy 500 est sur le point d'être créé, les 24 heures du Mans n'existeront que 12 ans après, et le Grand Prix de Monaco pas avant 1929. Depuis 1906, il existe une petite course, on va dire ça comme ça, qui fait Paris-Monte-Carlo. Déjà, clarifions une chose, Monte-Carlo c'est un quartier de Monaco. C'est notamment dans ce quartier qu'il y a le célèbre casino. Maintenant, vous voyez où on est, hein. Donc là, la butte de Monte-Carlo, donc c'est à peu près ce quartier. Le casino, il est là. Je savais que ça me servirait un jour. Cette course n'était qu'un simple aller-retour qui se tenait fin novembre, début décembre. Cela avait pour but de promouvoir les nouveaux véhicules. Au final, c'était un petit peu comme le Tour de France. Donc ça, ce sont les prémices, la préhistoire. Et il faut savoir que Monaco était en compétition avec une autre ville de la Côte d'Azur, Nice. Le prince Albert Ier voulait donc attirer les riches vers sa principauté. Il confie alors cette mission au Sport Vélocipède Monégasque, qui n'est d'autre que l'ancêtre de l'Automobile Club de Monaco, l'ACM. Si aujourd'hui le rallye de Monte-Carlo est une épreuve bien organisée par les différentes instances qui réunit sur un sprint chronométré de plusieurs centaines de kilomètres les meilleurs pilotes, les meilleures voitures, les meilleurs mécaniciens, les meilleurs copilotes et plein de spectateurs, on en est loin en 1911. Dans le but de la mettre bien profonde à Nice, ce rallye est conçu comme une promotion de la principauté. Ce premier événement se tient en janvier pour montrer qu'à Monaco, il fait toujours chaud. Et cette première est parrainée par la Société des Bains de Mer. Il y a 23 participants et chacun d'eux partent de 11 villes différentes à travers l'Europe pour se rejoindre à Monaco. Je rappelle qu'on est en janvier et traverser l'Europe en hiver c'est délicat, surtout à l'époque. Maintenant, comment qu'on gagne? Eh bien c'est très simple. Ouais, c'est relativement simple. Il faut arriver le plus vite possible, mais sans aller trop vite. Voilà, il y a une vitesse maximum à respecter, on ne veut pas encore de course de vitesse pure. De plus, il y a différentes bonifications pour par exemple le nombre de personnes embarquées dans l'auto, le nombre de kilomètres, l'état de la voiture aussi ça compte. Et oui, on est encore au début de l'automobile, il s'agirait d'en prendre soin et d'en faire une bonne pub. Et le premier vainqueur c'est Henri Rougier sur Turca Mairie 25 chevaux. Et l'année suivante c'est l'allemand Julius Butler qui s'impose sur Berlier 16 chevaux. Le problème ce sont ces différents critères de victoire qui sont très subjectifs et qui ne plaisent pas à tout le monde. Donc on remarque que déjà l'esprit de compétition est présent. On se dirige vraiment vers de la vraie compétition comme on l'entend aujourd'hui. Mais il faudra d'abord attendre que les canons se taisent car le rallye de Monte-Carlo est absent de 1912 à 1924. Mis au placard depuis 12 ans, c'est un certain Anthony Noguès qui fait revivre le rallye de Monte-Carlo. Anthony Noguès, c'est le fondateur de l'ACM, l'Automobile Club de Monaco, et le créateur du Grand Prix de Monaco. On comprend mieux pourquoi le dernier virage du circuit porte son nom. Le principe reste le même durant plusieurs années. Il faut rejoindre Monaco depuis une ville en Europe. Et même, parfois, pour certains, depuis le nord de l'Afrique. Ça ressemble un petit peu au Dakar. Mais Noguès fait évoluer le règlement et corse un petit peu la chose. Il met au point une épreuve intitulée le parcours de concentration. En gros, les concurrents rejoignent toujours Monaco depuis une ville en Europe, mais c'est un petit peu plus structuré. Ce qui fait qu'au fil des années, et particulièrement dans les années 30, le rallye de Monte-Carlo oppose une vraie concurrence aux autres épreuves de la Côte d'Azur, comme le Critérium de Nice. Peu à peu, cette épreuve devient prestigieuse. Elle est majoritairement remportée par des Français, et on voit apparaître à leur côté des copilotes et même des mécaniciens. Une sorte de course à l'armement qui rend l'épreuve de plus en plus sélective. Puis l'évolution de l'automobile et des conditions permettent aux organisateurs de créer des épreuves un petit peu plus corsées. C'est alors qu'une nouvelle guerre mondiale vient faire taire les moteurs.
Interrompu en 1939, c'est en 1949 que le rallye de Monte-Carlo reprend ses droits. Si en 1924, Anthony Nogues a vraiment dû se battre pour relancer le rallye de Monte-Carlo, en 1949, il y a tellement de demandes qu'au final ça se fait tout seul. Et oui, durant l'entre-deux-guerres, le rallye de Monte-Carlo s'est vraiment popularisé. Le règlement est de plus en plus pointu, et c'est normal, il faut dire que le sport automobile a déjà beaucoup évolué. Le parcours de concentration est toujours en place, mais d'autres épreuves sont venues s'y ajouter. Un parcours commun, mais aussi d'autres épreuves une fois arrivé à Monaco. Test d'accélération-freinage ou encore Gymkhana. Et même une course de quelques tours sur le circuit de Monaco en 51. Et en 53, il y a plus de 400 engagés sur l'épreuve. C'est tout simplement énorme, comme dirait Jamy. D'ailleurs, l'un d'entre eux a une histoire très intéressante. C'est un journaliste, André Nagel, qui partait de Saint-Pétersbourg en Russie et qui a fait plus de 3000 km pour rejoindre Monte-Carlo et participer aux épreuves sur place. Il est arrivé premier, mais il n'a été classé que 9e à cause des malus. Notamment celui de posséder une voiture très moche. Bref, l'épreuve se corse davantage avec un parcours de montagne et on se rapproche réellement des spéciales. Ce parcours a lieu dans l'arrière-pays, dans les Alpes, et les concurrents devront passer par des routes étroites, parfois verglacées et enneigées. Puis une chose vient professionnaliser le rallye de Monte-Carlo à partir de 53, car le championnat d'Europe des rallyes est créé. Ce qui fait que le rallye de Monte-Carlo s'inscrit en quelque sorte dans un championnat et il se standardise un petit peu. Mais bon, il faut pas se leurrer, le championnat d'Europe des rallyes a beaucoup été inspiré par le rallye de Monte-Carlo. De ce fait, en 58, les premiers constructeurs s'engagent officiellement dans l'épreuve. Et oui, remporter le Monte-Carlo, c'est une bonne publicité. C'est alors qu'en 1961, la première spéciale du rallye de Monte-Carlo est créée. Un parcours chronométré où seule la vitesse compte. Et en 65, l'épreuve du parcours final se tient sur le col du Turini. On en reparlera. Bref, résumons un petit peu. En 65, il y a un parcours de concentration qui consiste à rejoindre Monaco depuis une ville en Europe. Une fois sur place, il y a un parcours commun, donc des épreuves communes à tous les participants. Ça, je pense que vous l'avez compris. Un parcours chronométré, donc une spéciale, et le parcours final, souvent au Turini. Le tout donne à peu près une semaine d'événements. Le problème, c'est qu'il y a encore des trous dans le règlement, avec notamment différentes bonifications et malus donnés aux concurrents. On appelle ça l'indice, et ce n'était pas qu'au rallye de Monte-Carlo. Au début du sport automobile, il y avait beaucoup d'indices pour beaucoup d'épreuves. Donc, parmi les concurrents, il y avait toujours des petits malins qui lisaient le règlement à l'envers et qui arrivaient à s'en sortir sans trop se faire chier, quoi. Tu peux par exemple écraser l'épreuve chronométrée, mais au final être très loin au classement général. Quand en fin de compte, c'est la régularité qui compte. Et j'ai même envie de dire, avec les bonifications, la propreté aussi. Donc ça gueule un petit peu, quoi. Et oui, le but avec l'indice, c'est de donner des chances à tout le monde. Alors, c'est bien comme esprit, ça fait un petit peu bisounours d'ailleurs, mais bon, certains indices étaient vraiment absurdes, comme le nombre de passagers embarqués. Plus tu transportais des passagers, plus tu gagnais des points de bonification, à tel point qu'une fois, un participant avait fait le Monte-Carlo en bus. En 66 a lieu un scandale. Les 4 premiers du rallye sont disqualifiés pour avoir utilisé un système d'éclairage non conforme, une rampe d'éclairage. Du coup, ça a gueulé de partout. Oui, c'est encore perfectible. Regardons un petit peu les vainqueurs. Globalement, on a des Français, mais en 52 s'écrit une belle histoire. Le Britannique Sidney Herbert Allard remporte le rallye avec sa voiture, une Allard P1 Sport. Le Jack Brabham du rallye de Monte-Carlo, un fait d'armes unique. En 54, c'est le héros local Louis Chiron qui s'impose au volant de la Lancia Auréla GT 2500. L'année suivante, le premier nordique s'impose, le norvégien Per Malling. Et ça ne fait que commencer. Dans les années 60, on assiste à un bras de fer entre Mini Cooper, Ford et Porsche. L'avantage de la Mini Cooper est son agilité malgré sa petite cylindrée, et partant de neige, c'est un avantage. Ainsi, les premiers Finlandais inscrivent leur nom au palmarès de l'épreuve. Timo Mäkinen, Pauli Toivonen et Rauno Aaltonen respectivement en 65, 66 et 67. Mais les choses vont changer. Le rallye s'est beaucoup démocratisé et le championnat d'Europe des rallyes n'est rien d'autre que l'ancêtre du WRC. Ainsi, des pilotes professionnels et des grands constructeurs s'engagent directement au rallye de Monte-Carlo. Fini le temps des gentlemen. En 67, l'indice est abandonné et pour remporter le rallye de Monte-Carlo, il faut être le plus rapide tout en évitant les pénalités. Le scratch. Dorénavant, il sera plus difficile pour les petites cylindrées de remporter l'épreuve. Porsche s'impose à 3 reprises avec la 911. Après 69, Porsche se retire officiellement, mais une autre 911 s'impose de nouveau en 70, notamment grâce à la préparation des frères Almeras.
Puis Alpine décroche sa première victoire en Monte-Carlo en 71 avec le Suédois Ove Andersson. Mais bon, Alpine aurait pu le remporter déjà en 68 avec Gérard Larousse si des spectateurs n'avaient pas jeté de la neige sur la route. Puis c'est Lancia qui arrive. Les Italiens remportent le rallye de 72 avec la Fulvia pilotée par Sandro Munari. Le championnat d'Europe des constructeurs et des pilotes prend de plus en plus de place. La FIA réfléchit alors à lancer un championnat du monde. C'est chose faite en 1973 avec le championnat du monde des constructeurs. Le championnat pilote arrivera à la fin des années 70. À vrai dire, à la base, je devais vous faire une vidéo sur l'histoire du WRC, mais il me faut plus de temps. Le rallye de Monte-Carlo accueille donc la toute première manche du championnat du monde des rallyes. Alpine prend sa revanche sur les Lancia avec l'A110 1800 et s'impose avec Jean-Claude Andruet et sa copilote Michel Espinosse-Petit, surnommé Biche. En 74, il n'y a pas d'épreuve à cause du choc pétrolier, mais Monte-Carlo revient en 75. Désormais, c'est une épreuve mondiale. Vous avez tous déjà vu cette voiture, la Lancia Stratos. La marque italienne a pondu une bête de course et cette dernière va dominer le rallye et notamment le Monte-Carlo. Sandro Munari fait triompher la Stratos pendant 3 années consécutives, remportant ainsi 4 fois le Monte-Carlo et devenant co-détenteur du record avec le français Jean Trévoux. Bon. En 78, c'est la Porsche 911 Carrera qui s'impose avec Jean-Pierre Nicolas, mais Bernard Darniche replacera une 4e et dernière fois la Stratos sur la plus haute marche du podium. 1981 voit un magnifique bras de fer entre 3 équipages. Jean-Luc Terrier au volant de la Porsche, Guy Fréquelin avec comme copilote Jean Todt sur Talbot et Jean Ragnotti avec la mythique Renault 5 Turbo. Ragnotti et Terrier se tirent la bourre et le duel tourne à l'avantage du pilote Porsche. Jusque dans le col du Turini où des spectateurs jettent encore de la neige sur la route, piégeant Jean-Luc Terrier. C'est alors que Fréquelin et Todt attaquent fort, mais Ragnotti va finalement s'imposer avec sa Renault 5 Turbo qui disputait son premier Monte-Carlo. Il succède à Walter Röhrl sur Fiat 131 Abarth. En 82, le groupe S laisse sa place au groupe B et Röhrl s'impose une 2e fois avec son Opel Ascona. Puis il récidive en 83 lors du retour de Lancia avec la 037. Aidé par des conditions climatiques clémentes, l'Allemand parvient à s'imposer et c'est à ce jour le dernier succès d'une 2 roues motrices au Monte-Carlo. Donc 3 victoires pour Walter Röhrl au Monte-Carlo, mais sa plus belle est sans doute sa 4e en 84. Il passe de la Lancia 037 2 roues motrices à moteur arrière à la Audi Quattro 4 roues motrices et à moteur avant. Autant vous dire que le pilotage il est sensiblement différent. Et pourtant, contre toute attente au vu de la concurrence et de ses équipiers tels que Mikola et Blomqvist, c'est bien Röhrl qui s'impose. L'un des plus grands pilotes de rallye de tous les temps égale le record de 4 succès. L'année suivante, en 85, Peugeot décroche sa première victoire, évidemment avec la 205 Turbo 16 et évidemment avec son pilote Ari Vatanen. En 86, c'est un gros duel entre 2 Finlandais, Timo Salonen sur Peugeot et Henri Toivonen sur Lancia Delta. En étant leader, Salonen ouvre la voie, ce qui peut être un désavantage quand les conditions sont délicates, comme avec de la neige. Et n'oubliez pas que des spectateurs de plus en plus présents chaque année s'amusent toujours à jeter de la neige sur la route. Salonen se fait alors piéger et c'est Toivonen qui prend les commandes. Henri Toivonen et son copilote Sergio Cresto décrochent alors la dernière victoire en groupe B du rallye de Monte-Carlo. Et oui, ces 2 coéquipiers se tueront plus tard dans l'année lors du Tour de Corse, mettant définitivement un terme à cette folie. Et pourtant, cette époque, c'est l'âge d'or du rallye. Et vu que le rallye, c'est le Monte-Carlo, ça va avec. Vous imaginez des voitures aussi légères et aussi puissantes se battre sur des routes enneigées telles que celle du Turini? Ouais, je crois que c'est le moment d'en parler. Au fil de son histoire, le Monte-Carlo est passé par plusieurs départements, et l'ambiance est toujours spéciale, mais jamais elle n'est aussi forte qu'au Turini. Des milliers de personnes venues du monde entier, même s'ils sont majoritairement italiens et français, se massent autour de cette montée mythique. De nuit avec des fumigènes ou de jour, peu importe les conditions météo. C'est l'endroit où il faut être pour le Monte-Carlo. D'habitude, la spéciale démarre de Sospel et termine à la Bolène-Vésubie. Vous montez par la D2566 et vous redescendez par la M70. Plus de 30 km de montée et descente avec ses falaises sur le côté, ses conditions de piste imprévisibles et ses épingles. Sans oublier les quelques lignes plus ou moins droites où les pilotes atteignent des vitesses folles. La moindre erreur peut être fatale. La tension est présente. Au sommet, vous avez ce mythique droite-gauche où des centaines de personnes vous attendent. C'est effrayant. Ici se sont joués beaucoup de Monte-Carlo. On a pu déjà en voir quelques-uns et on va en revoir.
De toute manière, si on élargit un petit peu, le Monte-Carlo dynamise la région. Partout où il passe, il y a du monde. Que ce soit en Ardèche, dans la Drôme, dans les Hautes-Alpes, Alpes de Haute-Provence ou Alpes-Maritimes, sans oublier évidemment Monaco, il y a du monde. C'est un événement majeur du sport automobile, avec comme point d'orgue le col du Turini, le Pikes Peak français. Mais revenons à notre récit. Dans les années 90, les choses se standardisent. Le parcours est plus concentré autour de Monte-Carlo et en 97, le parcours de concentration est abandonné. Une ville est choisie pour accueillir les équipes qui installent leur structure éphémère. Puis la durée du rallye est plus courte. Le rallye de Monte-Carlo perd un petit peu de saveur et de privilèges pour mieux correspondre aux standards de la FIA. En revanche, l'esprit historique est toujours présent avec la création du rallye de Monte-Carlo historique. Pourtant, même s'il n'est plus comme avant, ce rallye reste toujours mythique. Et ça, c'est en partie grâce aux nombreux duels qu'on a pu voir au fil des années. Le groupe B laisse sa place au groupe A en 87. Lancia négocie bien la transition réglementaire et remporte 4 succès consécutifs avec la Delta HF. Pas de doute, le Monte-Carlo est la propriété de Lancia. Massimo Biasion, Bruno Sabi ou encore Didier Auriol inscrivent leur nom. En 92, c'est la 13e et dernière victoire de Lancia au Monte-Carlo. Encore aujourd'hui, ils sont détenteurs du record. Mais revenons à l'édition de 91 qui fut simplement épique. Vous connaissez forcément Carlos Sainz. Non, pas lui, le daron. Il a remporté le championnat du monde des pilotes en 90 et débarque à Monaco en grand favori avec sa Toyota Celica. En face de lui, un Français lui oppose beaucoup de résistance avec sa Ford Sierra, François Delecourt. Et il fait même mieux que résister car le Français est en train de prendre de l'avance sur l'Espagnol. Et juste avant la dernière spéciale du rallye qui se déroule au Turini, il compte 41 secondes d'avance. Les pilotes arrivent les uns après les autres, mais pas Delecourt. Bruno Sabi témoigne aux journalistes. Et oui, malheureusement le jeune Delecourt a perdu sa roue. Sa déception est terrible. Ça démontre toute l'attention et le prestige de ce rallye si difficile, malgré son évolution. Carlos Sainz remporte donc son premier Monte-Carlo, et c'est également la première victoire d'une voiture japonaise sur ce rallye. L'Espagnol s'imposera 2 autres fois, en 95 avec Subaru, et en 98 avec une Toyota Corolla. Quant à François Delecourt, il prendra sa revanche en 94 avec sa Ford Escort. En 97, le Monte-Carlo tente de renouveler avec ses anciennes gloires et organise même une spéciale sur une partie du circuit de F1. Depuis, cela se fait à de rares occasions. Il n'y a plus toutes les épreuves qui ont fait de ce rallye un mythe, mais régulièrement les organisateurs essaient d'en remettre, allez, une par an quoi. Un peu là, un petit peu là pour garder l'essence du rallye de Monte-Carlo. Le parcours est régulièrement modifié même si la structure reste la même. Ainsi, la Drôme ou l'Ardèche délaissées retrouvent quelquefois leur place au calendrier. Ah, les dominations. Symptomatique des sports mécaniques à partir des années 2000. En F1, on a eu Schumacher, Vettel et Hamilton. En moto, Rossi puis Marquez. En endurance, Audi puis Porsche. Et en rallye, ça débute en 99. La première spéciale de 99 est très mouvementée avec du verglas qui piège beaucoup de favoris. Sainz, McRae, Burns et j'en passe. Droite 5, attention, bite, verglas. Attention, gauche 5, attention. Je te l'ai dit, Didier. Ah non, trop tard, Denis, tu m'as lu. Merde, tiens, Tu je vais l'as eu trop chier. tard, Denis. Quand tu me l'annonces. Émergent alors 2 pilotes qui vont se battre pour la victoire. Tommy Mäkinen et Gilles Panizzi. L'un sur Mitsubishi et l'autre sur Subaru. Mais le français se crache en fin de rallye et c'est Mäkinen qui remporte l'épreuve. En 2000, Peugeot revient avec la 206 WRC. Cette voiture est mythique et c'est en quelque sorte une 205 T16 déguisée. Elle est redoutable mais sera maudite au Monte-Carlo. En 2000, les voitures refuseront de démarrer après une nuit glaciale. Puis les autres années, ce sont des accidents ou des problèmes mécaniques qui en viennent à bout. Au championnat du monde des rallyes, Peugeot s'impose de 2000 à 2002, mais au Monte-Carlo, c'est chou blanc. Ainsi, Mäkinen s'impose une 2e fois en 2000, une 3e fois en 2001, et en 2002, il doit faire face au jeune pilote français Sébastien Loeb qui débarque en WRC avec Citroën. En réalité, en 2002, c'est Loeb qui gagne, mais il est pénalisé pour avoir changé de pneu dans une zone interdite. Mäkinen remporte donc une 4e fois le Monte-Carlo. Il égale ainsi Trévoux, Mounari et Rorl. Mais en 2003, Sébastien Loeb prend sa revanche et s'affirme comme un maître du rallye de Monte-Carlo. Voire même comme un maître du rallye tout court. Voire même comme un maître du sport automobile tout court. 9 titres de champion du monde consécutifs. 9 titres de champion du monde. Et 10 avec le Junior WRC.
Ce qui est beau, c'est que son copilote Daniel Elena est monégasque. Après Louis Chiron en 54, c'est Elena qui s'impose à domicile. Loeb Elena remporte donc le Monte-Carlo en 2003, 2004, 2005. En 2006, c'est Marcus Gronholm qui s'impose. Puis Loeb Elena contre-attaque avec leur C4 en 2007 et prennent seuls le record du nombre de victoires en 2008. Puis le Monte-Carlo disparaît du WRC. En effet, sûrement lassé par les exigences de la FIA, le rallye de Monte-Carlo fait dorénavant partie de l'IRC, qui était en gros la Formule 2 du WRC. Des endroits mythiques du rallye reviennent au Monte-Carlo, mais il faut bien admettre que c'est moins attrayant. Cela permet à un autre Sébastien, Ogier, de s'imposer pour la première fois en 2009 au volant d'une Peugeot 207. Hirvonen et Bouffier lui emboîtent le pas. Depuis 1973, le Monte-Carlo était l'épreuve phare du WRC, et quand il n'est pas là, ce n'est plus pareil. Le WRC a besoin du Monte-Carlo, mais aussi le Monte-Carlo a besoin du WRC. Certes, ce rallye existait déjà avant, mais un championnat du monde, ça fait vendre. Les revenus télévisuels, les pilotes engagés, les voitures engagées. Ils ont besoin de ça. Le Monte-Carlo est devenu un événement. Ce rallye de Monte-Carlo a beaucoup donné au monde du rallye. En 89 a eu lieu la première diffusion en direct d'une spéciale. Les techniques de chronométrage ont grandement été développées au Monte-Carlo. Bref, l'un ne peut pas marcher sans l'autre. C'est ainsi qu'il revient en 2012 au calendrier du championnat du monde, et c'est Sébastien Loeb et Daniel Elena qui reprennent les devants avec la DS3. 6 victoires, puis 7 en 2013. Ils sont inarrêtables. Mais en 2013, ce duo mythique ne fait plus le WRC à temps plein, et un autre Français se met en avant. Sébastien Ogier et Julien Ingrassia prennent la relève. Après l'avoir gagné en IRC, ils s'imposent en 2014 sur une Volkswagen Polo R WRC. Puis une troisième fois en 2015 et une quatrième fois en 2016. Puis il passe chez M-Sport avec une Ford Fiesta. Et la fête continue pour Ogier Ingrassia, 5e fois en 2017 et 6e fois en 2018. Puis Ogier retourne chez Citroën. Nouvelle voiture, mais même résultat. Ils amènent la C3 WRC au sommet en 2019. 7 victoires, comme Sébastien Loeb et Daniel Elena. Les deux Français dominent le Monte-Carlo. Mais la domination s'arrête en 2020. Cette édition est marquée par l'énorme accident d'Ott Tanak et son copilote Martin Järveoja. Ils s'en sortent miraculeusement indemnes et rappellent que malgré les évolutions de sécurité, ce rallye sera toujours dangereux. C'est donc son équipier de chez Hyundai, Thierry Neuville, qui remporte l'épreuve. C'est la première fois depuis 1924 qu'un Belge remporte le rallye de Monte-Carlo. Celui qui deviendra octuple champion du monde des rallyes en fin de saison prend seul le record du nombre de victoires au Monte-Carlo avec 8 succès. Loeb n'a qu'à bien se tenir. C'est ça, compte là-dessus. Il a beau avoir 200 ans, l'Alsacien n'est pas prêt de s'arrêter. Après avoir piloté à quelques reprises chez Hyundai suite au retrait de Citroën, Sébastien Loeb revient en 2022 avec M-Sport et Ford pour la première année de l'hybride en rallye. De plus, pour la première fois, il n'est pas avec Daniel Elena. Cette fois-ci, c'est avec sa copilote Isabelle Galmiche. Ni Ogier ni Loeb ne vont participer à la saison complète. Leurs rivaux vont enfin avoir le champ libre. Mais durant ce 90e rallye de Monte-Carlo, ce sont les vieux qui dominent. Une lutte de 4 jours et 296 km entre Loeb et Ogier. Tout se joue dans l'ultime spécial. Ogier est certes pénalisé, mais les derniers kilomètres de Loeb et Galmiche étaient suffisamment rapides pour sécuriser une 8e victoire au Monte-Carlo. Qui l'eût cru ? 20 ans après sa première participation, Loeb est de nouveau au sommet du rallye le plus difficile. Quant à Isabelle Galmiche, elle remportait sa toute première victoire en WRC. Et si Ogier n'avait pas été pénalisé de 10 secondes, ça aurait été l'écart le plus serré de l'histoire du Monte-Carlo avec 5 dixièmes. Au final, ce record remonte à 2019, entre Ogier et Neuville, séparés par 2 secondes 2. En 2023, le rallye de Monte-Carlo sera basé sur le port de Monaco. Le col de Turini sera emprunté bien évidemment. 75 engagés, 18 spéciales pour un total de 325,02 km. Ogier reprendra-t-il seul le record du nombre de victoires ? Mesdames et messieurs, on en arrive au bout de cette longue vidéo sur le rallye de Monte-Carlo. J'ai poncé le sujet comme c'est pas permis et j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, parmi les 5 gestes importants, je vous en demande un plus important que les autres, partagez. Partagez s'il vous plaît, parce que putain j'ai donné, c'était avec grand plaisir, parce que j'ai découvert de ces histoires incroyables sur le rallye de Monte-Carlo, et au final sur le rallye, aussi sur le WRC en général. Comme j'ai dit, hein, Monte-Carlo, WRC, ça va ensemble, c'est difficile d'exister, l'un peut difficilement exister sans l'autre. Oui, j'ai un petit peu bégayé, mais ça c'est pas grave. Donc bref, les 5 gestes importants dans le partage, s'il vous plaît, faites-le ce coup-ci. Et sinon sur le côté
gauche. Putain, je me perds à chaque fois. Je sais pas. Bon, sur le côté gauche de l'écran, les logos des réseaux sociaux. Avec Instagram, Facebook, Discord, Twitch et la piste. Tous les liens en description. Mais surtout, n'oubliez jamais, le plus important, c'est de continuer d'aimer le sport auto. Continuer d'aimer le rallye de Monte-Carlo. À la prochaine. Qui va gagner ce week-end? J'ai envie de dire Ogier. Hein. Ouais, j'ai envie de dire Ogier. Et Rovain de Pera, ce serait beau qu'il la gagne. Ça, voilà, quand tu gagnes le championnat du monde des rallyes, faut gagner Monte-Carlo, quoi. Ouais, non, mais... je sais pas. Ça va être serré. Moi, je pense qu'Ogier, il a quand même un avantage parce qu'il est vraiment à l'aise, quoi. Donc, à voir. Ouais, je vais pas trop traîner. Des bisous.